Bon, désolé, j'ai un peu la voix un peu prise, je suis malade. Donc peut-être un rhume ou un dernier variant Covid, j'en sais rien. Bon, donc je vais vous parler d'évaluation financière des actifs de propriété intellectuelle. Donc je vais attendre que tout le monde s'installe, je pense qu'il y a encore du monde qui arrive. Juste pour adapter un peu l'exposé, est-ce que parmi vous, certains ont déjà été confrontés à cette problématique? Vous pouvez juste lever la main si... Ok. Donc quel a été le résultat? Favorable? Bon. Bon, je vais pouvoir commencer. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous parler globalement de l'évaluation financière des actifs de propriété intellectuelle au travers en fait ce qu'on appelle les value drivers, c'est des indicateurs ou des paramètres qui sont très variés, qui permettent de savoir quels sont en fait les paramètres qui comptent le plus dans la création de valeur en termes d'actifs de propriété intellectuelle en particulier, mais sinon en termes d'actifs immatériels en général. Donc moi je suis Mehdi Bounamidi, je suis associé au cabinet Santarelli, donc c'est le nouveau nom du cabinet Ipside Santarelli Brevalex. Je suis mandataire européen en brevet, je m'occupe de la partie évaluation financière de toutes sortes d'actifs immatériels, donc que ce soit des brevets, des marques, du savoir-faire, du secret, etc. Donc l'idée aujourd'hui c'est de vous faire une présentation assez sommaire en fait de cette expertise. Donc je vais vous faire une brève introduction du sujet. Ensuite, on va parler des grands principes qui régissent l'évaluation de l'API. Et en fait, les parties 3 et 4 concernent vraiment l'approche qu'on appelle combinée. Donc c'est une approche qui consiste à analyser qualitativement l'actif avant de l'évaluer financièrement. Et donc, dernière partie, c'est vraiment l'analyse qualitative. C'est là où on pourra aborder quelques facteurs économétriques qui comptent dans l'évaluation financière. Alors le constat que tout le monde se fait, c'est la concentration actuellement de la valeur dans les actifs immatériels dans ce qu'on appelle l'économie de connaissance. Donc on a basculé sur un modèle d'économie de connaissance donc il y a des dizaines d'années où dans la plupart des grandes entreprises, donc la valeur est concentrée essentiellement dans ce qu'on appelle les actifs immatériels. Donc ils peuvent être de toutes sortes. Donc vous avez et en plus, cette tendance est constatée pour les sociétés dites technologiques, donc où on peut avoir la valeur globale qui est concentrée dans à peu près entre 30 et 60% en brevets, marques, dessins et modèles, etc. Et donc, cette concentration de valeur a posé une problématique au niveau comptable, parce qu'en fait, les inscriptions comptables ne se sont pas du tout mises à jour de cette nouvelle, de ce nouveau par rapport à ce nouveau paradigme, dans le sens où il est encore très difficile d'inscrire donc la valeur réelle de ces actifs au bilan comptable. Donc, par exemple, il y a différentes approches selon que les actifs sont constitués en interne dans une entreprise ou sont acquis. Donc, auquel cas, en fait, on peut soit les inscrire en coût ou en immobilisation. Donc il n'y a pas de modèle standard en la matière, donc les banques centrales n'ont pas de modèle pour permettre d'estimer de façon très fiable les différents types d'actifs immatériels. Donc c'est pour ça en fait on n'a pas encore de marché de transactions globales en fait sur les brevets par exemple. Et donc il y a des normes qui existent, mais il n'y a pas d'approche globalisée ou standard. Donc juste pour faire un bref aperçu, rappel de ce qui est la propriété intellectuelle au sens large. Donc vous avez différentes classes. Donc vous avez ce qu'on appelle la propriété industrielle. Donc ça c'est typiquement les brevets, les marques et dessins et modèles. Donc la particularité de cette première classe, c'est le fait que ces actifs nécessitent un acte de dépôt. Donc vous devez déposer un brevet ou une marque ou un dessin et modèle auprès d'un office pour avoir le titre. Et à côté, vous avez des droits qui naissent de façon, on va dire, quasi automatique. Donc le droit d'auteur, par exemple, qui naît à la création de l'œuvre. Voilà. Et donc le logiciel qui est régi par le droit d'auteur et aussi par les brevets dans certaines situations. Vous avez des droits voisins et vous avez d'autres types aussi de propriété intellectuelle, comme les indications de provenance, les appellations d'origine, etc., etc. Voilà.
Et donc il y a aussi une partie technique dans ce qu'on appelle le savoir-faire, le secret d'affaires, et qui sont souvent liés en fait au brevet. Donc si on se considère le brevet comme actif technologique en fait, par excellence, donc il permet, enfin c'est un vrai levier d'innovation pour les entreprises. Donc ça permet d'avoir des stratégies d'open innovation, donc de développer l'innovation. C'est un outil qui maintenant ne fait plus, enfin, fait son rôle d'outil juridique, mais aussi s'est élargi en fait à un nouveau rôle depuis plusieurs dizaines d'années. Donc maintenant, il est vu plus comme un outil stratégique à part entière. Et donc, vous avez beaucoup d'entreprises qui déposent des brevets sans forcément exploiter en fait l'invention qui est sous-jacente, simplement pour bloquer un concurrent ou pour établir en fait différentes stratégies économiques, purement économiques. Parce qu'en fait, il y a un effet de blocage qui fait naître ce qu'on appelle le monopole. Et donc, le monopole, lorsque le brevet était un pur outil juridique, était une simple conséquence du blocage, alors qu'aujourd'hui, le monopole est en soi en fait un objectif de certaines entreprises. Voilà. Et donc, c'est dans le cas des entreprises technologiques, j'en parle aujourd'hui parce que donc les rendez-vous Carnot, bon, c'est quand même les sujets sont assez techniques. Les brevets doivent apparaître dans les due diligence avec voilà, donc au mieux essayer d'indiquer la valeur réelle estimée de la propriété intellectuelle pour qu'en fait il y ait derrière, on va dire des due diligence avec une certaine équité. Donc ça, c'est un petit graphique qui montre que les chances de succès d'une start-up augmentent de 4% avec un brevet, quel qu'il soit. Donc l'idée ici, c'est juste, c'était une étude comparative qui est portée sur à peu près 1000 startups, qui montre qu'avec un brevet, donc il y a 4 fois plus de chances de réussite. Et le brevet, il peut parfaitement être pas nécessairement essentiel dans l'activité de la start-up, mais sa simple présence permet de rassurer certains investisseurs. Et donc cette tendance en fait, s'accentue avec le temps. Et donc, nous avons, par exemple, au cabinet, beaucoup de clients qui viennent nous voir à la demande de leurs investisseurs. Alors, donc, les occasions peuvent être variées avant de réaliser une évaluation financière. Celle qui revient le plus souvent, c'est la levée de fonds. Donc, pour que celle-ci soit faite de façon équitable, on va dire, donc il est quand même nécessaire de procéder à un vrai exercice d'estimation de valeur. Donc ça peut être demandé dans le cas de transfert de technologie, donc par cession ou des droits ou par licence, dans le cas de M&A, dans le cas d'optimisation du portefeuille d'actifs. Donc quand on parle d'optimisation, c'est typiquement faire le tri donc dans son portefeuille d'actifs pour essayer de garder les actifs les plus intéressants, les plus essentiels. Donc se débarrasser aussi de ceux qui deviennent un peu, qui plombent un peu parfois les finances de sociétés telles que des startups. Ou voilà. Donc il y a toujours un tri à faire régulièrement. Et ce qui permet de bien élaborer cette stratégie d'optimisation, c'est d'avoir une idée claire sur la valeur de différents composants du portefeuille. Et donc ça peut servir dans ce cas par exemple, ou en cas d'introduction en bourse, et un peu, le cas le moins drôle, c'est en cas de liquidation judiciaire aussi. Ce qui est aussi constaté, c'est que donc, la loi n'est pas linéaire d'un point de vue concentration de valeur et population de brevets. Donc en fait, il y a une loi en pyramide inversée qui est assez connue d'ailleurs, donc qui montre que en fait, les quantités de brevets, en fait, on peut classer les inventions selon différentes catégories. Donc vous avez ce qu'on appelle les inventions de rupture, les nouvelles générations, les perfectionnements majeurs et les perfectionnements mineurs, puis ensuite les solutions de routine. Et donc, par exemple, les inventions les plus rares sont les inventions de rupture, ce qui est assez prévisible d'ailleurs. Donc vous avez à peu près 2% de la population brevet qui constitue des inventions de rupture. Et donc on constate que c'est là où se concentre vraiment la valeur des brevets. Donc pour 2% des brevets, vous avez 50% de valeur qui est concentrée. Et donc inversement, pour les inventions typiquement de perfectionnement mineur, ben vous avez en fait donc une valeur qui est relativement faible par rapport à la densité de brevets de perfectionnement mineur. Et donc là, on arrive à avoir une corrélation assez intéressante, c'est au niveau des perfectionnements majeurs. Donc on a 20% d'inventions qui sont considérées comme des perfectionnements majeurs, et donc qui concentrent 15% de la valeur globale. Donc ce qui veut dire que ça peut être une bonne stratégie de viser des dépôts à partir lorsqu'on considère qu'on a des inventions de perfectionnement majeur.
Donc ça, c'est juste un exemple pour montrer qu'en 2004, voilà, donc IBM, en fait, 80% de la valeur d'IBM était due aux actifs immatériels, donc c'était essentiellement des brevets, des logiciels, savoir-faire, et qu'il y a eu des transactions assez records, en fait, dès le début des années 2000. Donc, par exemple, donc l'accord Big Blue, la méthode d'assemblage ordinateur, à 16 milliards sur 7 ans, uniquement des licences croisées de brevets, pour vous montrer qu'en fait, la valeur qui peut être créée peut vraiment être colossale. Et donc, il y a encore eu d'autres exemples plus récemment qui montrent cette tendance. Et donc là, petit schéma qui vous permet de comprendre un peu les différentes approches qu'on peut appliquer pour estimer la valeur de la propriété intellectuelle. Donc vous avez ce qu'on appelle l'approche quantitative et l'approche qualitative. Donc l'approche qualitative, c'est de donner un score en fait à l'actif. Et donc cette approche va dépendre de la nature de l'actif. Donc elle ne sera pas la même pour un brevet que pour une marque ou pour un savoir-faire. Et donc à côté, vous avez l'approche quantitative. Donc c'est le véritable calcul économique. Et donc là, vous avez pour cela différentes méthodes. Donc les méthodes dites classiques, celles qui reviennent souvent, donc c'est la méthode des coûts, du marché et des revenus. Et vous avez quelques méthodes avancées dont je vais parler brièvement à la fin. Voilà. Et donc en fait, il n'y a pas de bonne approche. Normalement, la bonne approche, c'est de faire une combinaison de différentes méthodes selon le poste de calcul et selon en fait, les différentes données que vous avez en entrée. Voilà. Donc, mais avant en fait, de procéder à l'estimation de valeur d'un actif de propriété intellectuelle, il est quand même nécessaire de savoir dans quel objectif on le fait, parce que cela peut conditionner les méthodes choisies donc et les approches qui sont appliquées. Donc ça peut, vous pouvez avoir différents objectifs, typiquement ceux qui reviennent souvent, c'est la protection des recettes actuelles et futures de l'entreprise, la protection anticipée de domaines technologiques, donc ce qu'on appelle les brevets de réserve. Vous avez aussi la gêne des activités de concurrents, dans certains domaines, voilà, donc les brevets de blocage. Donc vous n'utilisez pas forcément les inventions, mais vous bloquez des concurrents ou vous bloquez le dépôt de brevets dans les mêmes domaines. Vous avez des fois des innovations qui permettent la réduction des coûts en interne. Donc vous innovez sur des procédés de production ou autres, donc ça vous permet de réduire les coûts de l'entreprise. L'attribution des droits, donc licences croisées, etc. Et donc la prise en compte de ces actifs dans différentes transactions d'entreprise, alliances, etc. Donc, on rentre un peu dans le vif du sujet par rapport à certains value drivers qu'on peut identifier pour les brevets. Donc là, j'ai fait un tableau qui permet de montrer un exemple de notation qu'on peut faire dans la partie scoring. Donc, en fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est que pour chaque actif, vous avez des facteurs des facteurs différents. Donc, ce qui permet de définir en fait la qualité d'un brevet, ça va être sa portée, donc la portée de sa revendication. Ça va être sa couverture géographique, donc la portée territoriale, et ça va être sa validité. Donc est-ce que ce brevet a été délivré, auprès de quel office, etc. Donc ces différents, ce qu'on appelle les facteurs d'influence, vont permettre de distinguer différents brevets. Parce qu'en fait, on ne peut pas évaluer deux brevets différents uniquement par une approche financière, cela donnerait le même résultat alors que les inventions ne sont pas forcément de même qualité. Donc il est crucial en fait de faire ce scoring qui permet d'avoir un score et de faire la liaison ensuite avec le calcul économique, comme je vais vous le montrer tout à l'heure. Et donc ça, c'est une partie qui est nécessaire et qui est compréhensible et que vous pouvez, ça vous donne en tout cas des indicateurs pour savoir quels sont les points d'attention à avoir lorsque vous déposez un brevet ou une marque ou lorsque vous avez un autre type d'actif. Voilà. Donc, par exemple, sur les premiers value drivers, on a ça peut constituer ce qu'on appelle une note juridique, parce qu'un brevet, c'est un outil juridique avant tout. Donc voilà, il est logique d'avoir une note juridique, alors que pour un savoir-faire, on n'aura pas forcément une note juridique, parce que le savoir-faire n'est pas protégeable par un titre de propriété industrielle. On aura peut-être une note stratégique sur la confidentialité, l'exclusivité, des choses comme ça. Et en fait, vous avez aussi, vu que le brevet protège des inventions techniques, une note technique. Donc la note technique, c'est typiquement le domaine d'application. Donc plus vous avez plus les domaines d'application sont nombreux, mieux c'est pour un brevet. C'est pour ça qu'il est toujours important d'avoir les différentes applications couvertes par un même brevet. Et aussi la mise en œuvre, ou ce qu'on appelle la faisabilité technique. Plus une invention est complexe,
moins elle aura de valeur, parce qu'en fait, il y aura moins d'entreprises ou de personnes qui pourraient la reproduire. Donc les inventions les plus simples, finalement, c'est celles qui concentrent le plus de valeur. Et donc ça, en fait, donc il y a une échelle de notation. Bon, là, c'est à titre indicatif, donc on attribue des notes sur une échelle de 1 à 10, et donc ça nous permet d'avoir des moyennes. Vous avez à peu près la même chose pour les marques, et ainsi de suite. Je ne vais pas vous faire dévoiler tous les tableaux de notation, mais typiquement, pour une marque, donc ce qui va compter, c'est le caractère distinctif, c'est la portée territoriale également, c'est la disponibilité de la marque. Ensuite, il y a une note qu'on appelle mercatique, c'est un peu le marketing, c'est la force de la marque, l'effet sur la demande, etc. Voilà. Donc tout ça permet d'aboutir à un score. Donc vous avez une relation linéaire pondérée des différents facteurs. Donc il y a des facteurs qui vont compter plus que d'autres, donc vous aurez des poids différents. Et ça vous permet de placer vos actifs sur une échelle de score comme celle-ci. Et donc, ce qui va permettre de faire le lien avec la partie suivante, c'est vraiment la détermination des taux de redevance. Donc si vous avez un score élevé, par exemple A, donc vous êtes sûr d'avoir un fort potentiel de valorisation, et donc vous pouvez, dans votre étude, considérer l'hypothèse haute, donc le quartile supérieur, dans la détermination du taux de royalties, par exemple. Et donc si vous avez un score qui est plutôt faible, vous devez rester assez prudent sur l'évaluation et donc déterminer un taux de redevance qui soit proche du quartile inférieur. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le lien, la jonction entre les deux approches. On arrive du coup à l'analyse quantitative. Donc il y a la première méthode, la plus simple, c'est la méthode des coûts, les coûts historiques. Donc l'idée, c'est d'estimer la valeur sur la base des coûts historiques qu'a nécessité la constitution de l'actif concerné. Elle n'est pas recommandée par les experts dans une situation normale d'entreprise. C'est une valeur qui permet d'avoir un scénario de résilience qui peut être utilisé lorsque vous avez des décisions d'achat ou de vente à prendre rapidement ou dans des situations de liquidation judiciaire ou autre. Voilà. Mais par contre, je reviens dessus, le calcul, il sert dans les autres méthodes, j'y reviendrai, parce qu'il est toujours important de connaître le coût de constitution d'un brevet ou d'une marque, parce que ce coût, il va aussi être utilisé dans le calcul par le modèle DCF classique, donc la méthode des revenus, et donc c'est une méthode qu'on va utiliser partiellement dans l'approche combinée. Et donc ensuite, vous avez la méthode du marché. Donc la méthode du marché, historiquement, ça a été de dire, pour un actif donné, un brevet, une marque, ce que vous voulez, on essaye d'identifier les différentes transactions qui ont eu lieu, et donc de faire une statistique sur les prix de cession pour avoir une idée de la valeur. Mais en fait, le problème de la méthode du marché, c'est que pour les actifs de propriété intellectuelle, par nature, ces actifs sont uniques, et donc vous avez du mal quand même à trouver des actifs qui sont similaires, et surtout vous avez du mal à trouver des transactions tout court. Donc c'est une méthode qui a des limites, mais qui par contre peut être utilisée dans une partie du calcul. Typiquement, cette méthode va nous permettre de déterminer statistiquement les taux de redevance qui sont appliqués dans différents secteurs technologiques. Et donc ce taux de redevance qui, lui, va intervenir ensuite dans la méthode des revenus, il est extrait par la méthode du marché. Donc vous comprenez un peu le lien entre les différentes méthodes. Donc juste pour deux points essentiels à retenir sur les deux méthodes des coûts et du marché, c'est qu'elles ne sont plus valablement utilisées en tant que telles. Donc c'est vraiment de moins en moins utilisé par les experts. Et donc la méthode qui revient le plus souvent, c'est la méthode des revenus. Donc vous avez différentes variantes. Donc j'en ai cité les deux les plus utilisées. La première variante, c'est calculer en fait le bénéfice supplémentaire qui est engendré par l'actif évalué. La difficulté, c'est que parfois vous avez du mal à identifier le bénéfice supplémentaire qui est uniquement dû à un brevet ou à une marque, etc. Et donc, l'autre alternative qui est plus simple à mettre en place, c'est ce qu'on appelle l'analogie du prix de licence. C'est-à-dire que vous prenez un chiffre d'affaires global ou un bénéfice global, etc., sur différents actifs, et vous appliquez un taux de redevance. Donc ça, c'est l'approche la plus, on va dire, globale, mais qui est censée donner les mêmes résultats que la première variante, mais tout dépend des données d'entrée. Donc soit vous connaissez le bénéfice supplémentaire spécifique, soit vous ne le connaissez pas, et auquel cas vous venez appliquer un taux de redevance. Donc,
Là, c'est les formules un peu mathématiques, hein, donc pour illustrer les deux variantes. Donc c'est ça qui fait ressortir les value drivers les plus intéressants. Donc sur la gauche, vous avez l'analogie du prix de licence. Donc le R, c'est le taux de redevance que vous appliquez à un flux de trésorerie. Et ensuite, vous actualisez en fait avec un taux d'actualisation qui va prendre en compte aussi le risque intrinsèque lié au type de l'actif. Bon, pour faire simple, donc ce qui compte dans cette formule, c'est 3 paramètres. Donc c'est les 3 value drivers les plus importants. Donc vous avez le taux de redevance qui doit être déterminé de façon statistique, rigoureuse, pour que votre rapport soit auditable. Vous ne pouvez pas simplement vous contenter de dire on prend une médiane à 5% pour les brevets ou on se positionne dans le secteur du luxe, donc on va prendre un taux de redevance qui est généralement constaté de temps, etc. Il faut faire une approche statistique. Donc il y a des sources de rapports qui vous donnent une liste de plusieurs transactions qui ont été faites dans un secteur bien précis, et vous faites une statistique sur le taux de redevance, et vous choisissez votre hypothèse en fonction du score que vous avez attribué à l'actif. Donc ça, c'est vraiment l'approche qui est recommandée. Donc le deuxième paramètre, c'est les flux de trésorerie. Et donc là, vous ne pouvez pas aussi vous baser uniquement sur un business plan que vous avez fait vous-même. Donc c'est une approche qui n'est pas auditable. Donc il faut toujours procéder par ce qu'on appelle l'approche multiscénario. Donc vous faites 3 scénarios. Donc un scénario très prudent, donc un scénario modéré et un scénario plutôt optimiste. Tout ça, ça permet de limiter le risque. C'est-à-dire que vous vous préparez à avoir 3 scénarios avec des risques, avec des probabilités différentes. Et donc ça permet, ça évite de surévaluer et en même temps de sous-évaluer. Donc l'approche 3 scénarios, c'est une approche qui a été, qui est appliquée par des cabinets de conseil en stratégie plus généralement. Donc c'est un peu l'approche McKinsey, donc qui consiste à dire pour des flux futurs, dans la mesure où on ne peut pas avoir une certitude sur un prévisionnel, donc ce n'est pas des lois linéaires et ce n'est pas prévisible, il vaut mieux considérer plusieurs hypothèses, même celles qui sont les moins probables, et ensuite faire une pondération. Voilà. Et enfin, vous avez le taux d'actualisation. Donc le taux d'actualisation, ce qui est recommandé, c'est l'application du modèle CAPM, donc qui vous permet de calculer ce qu'on appelle le WACC, c'est une approximation par le coût du capital. Et ce qu'il faut surveiller, c'est de garder un WACC, donc le WACC, c'est le Weighted Average Cost of Capital, en fait c'est le coût pondéré moyen du capital, le plus bas possible pour avoir le plus de valeur. Donc le WACC, en fait, c'est simplement le coût des capitaux, et donc plus ces coûts sont faibles, plus vous avez des capitaux pour avoir une R&D, une stratégie d'innovation, et donc plus vous créez de la valeur. Donc dans le modèle à côté, donc on n'applique pas le taux de redevance, mais on retire l'investissement initial, et donc on applique un taux d'actualisation qui n'est pas tout à fait le même que ici. Donc ça, c'est une petite subtilité, parce que là, on rajoute aussi les risques juridiques qui sont liés au brevet ou aux marques, alors que là, on prend juste le taux de l'EWAC qui est obtenu par le modèle CAPM. Ça, c'est juste un petit schéma pour vous dire que la période de prévision d'application de ces formules doit être calculée en fonction de l'obsolescence des technologies, de la fin d'utilisation économique. On ne peut pas juste prendre arbitrairement une période en disant on va faire une actualisation sur 7 ans, sur 5 ans. Il faut quand même le justifier dans un rapport d'évaluation. Voilà. Donc, vu que le temps passe, je vais peut-être passer rapidement. Ça, c'est un exemple de taux de redevance dans différents domaines. Donc on voit bien qu'il y a une médiane à 5%, mais on voit bien qu'il y a quand même une dispersion assez importante. Donc sur les technologies Internet, on est des fois sur 10,8%. On est sur des taux assez bas sur d'autres secteurs un peu plus, on va dire, plus classiques. Voilà. Donc tout ça, ça permet en fait ça a un énorme impact parce qu'en fait c'est un paramètre qui a une très grande sensibilité. C'est ce que vous appliquez sur le numérateur de la formule. Et donc si vous prenez 5% ou 10%, c'est absolument pas le même résultat. Donc il faut le faire de façon extrêmement rigoureuse et précise. Et enfin, donc, on peut aussi appliquer des méthodes avancées comme le modèle Black-Scholes qui fait intervenir d'autres paramètres comme la volatilité, le rendement des dividendes. Et donc c'est aussi des value drivers à surveiller parce qu'en fait c'est des choses qu'on peut extraire de différents sites qui donnent des informations économiques. Et donc ça permet d'avoir dans quel niveau on peut se situer. Voilà tout. Je ne sais pas si vous avez des questions.
Merci beaucoup. J'avais une question. Est-ce que vous pensez ou est-ce que vous voyez qu'il va y avoir une évolution dans les normes à ce sujet? Vous en parliez au tout début. En fait, il y a des travaux qui sont en cours. Il y a eu beaucoup de communication de la part de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pour dire que les banques centrales ne se mettaient pas d'accord en fait, sur des modèles standards. Il y a des évolutions dans le sens où en fait, les différents experts dans le monde appliquent globalement les mêmes modèles, mais pas de la même façon. Donc c'est ça la difficulté, c'est-à-dire on a du mal à voir en fait, un modèle émerger voilà, dans un futur proche euh, avec lequel enfin, qui nous permettrait d'être sûr de trouver toujours la même valeur, quel que soit l'expert qui l'applique. Donc il y a certains modèles qui existent pour d'autres types d'actifs, matériels en l'occurrence, donc pour l'immobilier, pour autres, donc le calcul, enfin l'estimation se fait de façon assez standard, mais pour les actifs immatériels, la difficulté vient du fait qu'ils changent en fait et qu'ils sont pas, enfin je veux dire, ils ne se ressemblent absolument pas, donc il y a des facteurs qui vont varier, et pour trouver un modèle commun entre tous les types d'actifs, donc je ne vous cache pas qu'il n'y a pas trop de travaux qui sont faits en ce sens. Il y a beaucoup de, chacun prêche un peu son expertise, et donc l'idée c'est juste d'avoir enfin, les mêmes formules, donc les mêmes, le modèle DCF ou Black-Scholes, voilà, donc d'appliquer ça. Et la difficulté c'est vraiment dans l'application et dans le choix des différents paramètres c'est ça qui fait voilà, qui fait la différence entre les résultats. Mais l'idée aussi, donc c'est un point qui est important, la valeur qu'on trouve n'est pas le juste prix. Donc il y a la valeur qui vous donne un référentiel, et ensuite, s'il y a des négociations, vous pouvez aboutir à un prix qui est différent de la valeur qui a été estimée. Et donc le juste prix, c'est ce qui compte à la fin, parce que c'est ça qui va faire l'objet de la transaction. Mais la valeur vous permet au moins d'avoir un niveau raisonnable, voilà. Bah, si c'est quelques millions, quelques dizaines de millions ou quelques centaines de millions. Enfin, vous savez, c'est vraiment c'est pas une science exacte. Et le juste prix, lui, il va dépendre d'autres paramètres, donc de négociations et d'autres biais. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de modèle standard qui permet de donner le juste prix. Sinon, on aurait déjà une place de marché avec des brevets où tout le monde pourrait acheter, vendre des brevets un peu partout dans le monde, et c'est pas le cas. Voilà. Merci beaucoup. Désolé, on a un peu débordé.